À 2 heures, l'oreille collée à la porte, j'entends 3 chuchotements couper l'air comme des lames. On la drogue à la risperidone. Le docteur Hayes signe pour 15 000 €. 70 ans balayés, 45 ans de sacrifices piétinés. Ils veulent mon demi-million. Ils ignorent mes 2,2 millions. Et piège armé. Le papier tremblait entre mes doigts comme une feuille d'automne. Ne rentrez pas chez vous. Fuyez. Les mots du docteur Sterling dansaient devant mes yeux, flous à travers les larmes que je retenais. Mon cœur battait si fort que j'entendais chaque pulsation résonner dans mes oreilles, couvrant presque le bruit de la circulation lyonnaise dehors. À 70 ans, après une vie entière passée à enseigner le français aux enfants du quartier de la Croix-Rousse, je pensais que ma consultation de routine se terminerait par des conseils sur le cholestérol, pas par un avertissement de vie ou mort. « Madame Martin », avait murmuré le docteur en regardant par-dessus ses lunettes, « votre famille était ici hier. Votre belle-fille Éléanore m'a demandé un certificat médical attestant que vous souffrez de démence sénile. Le monde s'était arrêté de tourner. Ils veulent vous faire interner de force, » avait-il continué, sa voix à peine audible. « Ils m'ont dit que vous oubliez tout, que vous laissez le gaz ouvert, que vous ne reconnaissez personne. J'ai refusé, bien sûr. Mais ils vont chercher un autre médecin, quelqu'un de moins scrupuleux. Et maintenant, assise dans le tramway qui me ramenait vers mon appartement de la rue de la République, je serrais ce bout de papier comme s'il contenait ma dernière chance de survie, ce qui était probablement le cas. Je suis tellement heureuse que vous soyez là pour écouter mon histoire. Vous savez, quand j'ai décidé de raconter tout cela, je ne savais pas si quelqu'un me croirait. Si vous aussi avez déjà vécu quelque chose de similaire en famille, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de réagir, laissez un like à cette vidéo. Pendant que je vous raconte la suite, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, cela m'aiderait énormément. Et dites-moi dans les commentaires, d'où m'écoutez-vous? Je veux savoir jusqu'où ces histoires arrivent. Maintenant, laissez-moi vous raconter en détail ce qui s'est passé quand j'ai poussé la porte de chez moi ce soir-là. L'appartement sentait le café froid et le parfum enjoué d'Éléonore, ce mélange écœurant qui maintenant me donnait la nausée. Benjamin était assis dans le salon, feuilletant un magazine, l'image même de la normalité. Éléonore préparait le dîner dans la cuisine, fredonnant une mélodie que je ne reconnaissais pas. Olivia, ma petite fille de 22 ans, était penchée sur son ordinateur portable, ses longs cheveux châtains cachant son visage. « Bonsoir, maman », dit Benjamin en levant les yeux. Son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux verts, ceux que j'avais tant aimés quand il était enfant. « Comment s'est passée ta visite chez le docteur ? Tout va bien, mon chéri ?» répondis-je en m'efforçant de paraître normal. Le docteur dit que je suis en parfaite santé. Éléonore échangea un regard avec Benjamin que je ne ratais pas. Pourquoi avait-il l'air si déçu? Espérait-il que le médecin me dise que j'étais malade? « C'est formidable, grand-mère, » dit Olivia, mais sa voix sonnait étrangement froide. « Cela signifie qu'il te reste beaucoup de temps pour profiter. » Cette nuit-là, pendant le dîner, j'observais ma famille avec des yeux nouveaux. Benjamin évitait mon regard, répondant par monosyllabes. Éléonore avait ce sourire que je connaissais maintenant pour ce qu'il était, de la fausseté emballée dans du parfum cher. Et Olivia, ma douce petite fille, avait quelque chose de dur dans l'expression, quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. « Quelque chose ne va pas ?» finis-je par demander. « Non, maman, tout va bien », répondit Benjamin trop rapidement. « Nous sommes juste fatigués. » Après le dîner, je montais dans ma chambre avec le cœur lourd. Quelque chose se tramait définitivement, et le billet du docteur commençait à prendre tout son sens. Les mains tremblantes, je sortis le papier de mon sac et le déplia. À nouveau, ces mots terrifiants. « Ne rentrez pas chez vous. Fuyez !» Mais je n'allais pas fuir comme une victime effrayée. J'allais fuir comme une femme qui venait de se réveiller d'un rêve de 45 ans. À 2 heures du matin, j'entendis des voix dans la cuisine. Je me levai discrètement et me dirigeai vers la porte de ma chambre. Je pouvais clairement entendre Benjamin, Éléonore et Olivia parler à voix basse, mais assez fort pour que je comprenne chaque mot. « Ce foutu docteur n'a pas voulu coopérer », disait Éléonore avec irritation. Sa voix portait cette fausseté que j'avais toujours prise pour de la gentillesse. Je lui ai expliqué que la vieille perdait la tête, qu'elle ne reconnaît parfois personne, qu'elle laisse le gaz ouvert, mais il a insisté qu'elle allait parfaitement bien. « Calme-toi, mon amour, » répondit Benjamin. « Nous trouverons un autre médecin, quelqu'un de plus flexible. » Mon propre fils. Les mots me frappèrent comme des gifles glacées. « Mais qu'est-ce qu'on fait d'elle en attendant ?» demanda Olivia. « J'ai déjà réservé ma place à l'université aux États-Unis. »
J'ai besoin de cet argent maintenant, pas dans 5 ans quand elle mourra enfin de vieillesse. Le sang se figea dans mes veines. Ma petite fille, celle que j'avais bercée, celle pour qui j'avais confectionné des robes à la main, parlait de ma mort comme d'une libération financière. « Olivia, ne parle pas comme ça », gronda Benjamin, mais sans grande conviction. « Tu as raison cependant. Nous devons agir rapidement. »« La maison vaut presque un demi-million d'euros, » continua Éléonore froidement. « Et avec sa pension et ses économies, nous pourrions vivre confortablement jusqu'à ce qu'elle disparaisse. » « Nos économies ?» répétai-je silencieusement, sentant la rage commencer à grandir dans ma poitrine. Tout l'argent que j'avais gagné avec la sueur de mon front et celle de mon défunt mari, il le voyait comme le leur. « Demain, je vais parler à l'avocat, » continua Benjamin. « Je vais demander si nous pouvons la faire déclarer incapable sans médecin. Il doit y avoir un moyen. Et si ça ne marche pas, » ajouta Éléonore, « nous pouvons toujours lui rendre la vie impossible jusqu'à ce qu'elle décide d'aller en maison de retraite elle-même. Lui enlever sa télé, ne plus cuisiner pour elle, la traiter comme ce qu'elle est, un fardeau. « Maman, ne sois pas si cruelle, » dit Olivia. Puis elle ajouta, « Mais la vérité, c'est que j'en ai marre de faire semblant de l'aimer. » Elle est toujours là, à s'immiscer dans nos conversations, à demander pourquoi nous rentrons si tard. C'est insupportable. Mes jambes commencèrent à trembler. Je m'appuyais contre le mur, sentant mon monde s'écrouler autour de moi. Ces gens pour qui j'avais travaillé 18 heures par jour quand Benjamin était petit, pour qui j'avais renoncé à mes rêves, à mes amitiés, à ma propre vie. « Tu te souviens de mes 15 ans ?» continua Olivia. « Elle m'avait acheté cette horrible robe rouge et m'avait forcé à la porter. Tous mes amis se sont moqués de moi. Depuis ce jour, j'ai juré que je me vengerais un jour. Une robe rouge, une robe que j'avais cousue de mes propres mains, en travaillant tard le soir après mes cours, parce que je voulais qu'elle soit la plus belle pour son anniversaire. Ce qui me dérange le plus, ajouta Éléonore, c'est qu'elle se vante toujours d'avoir été une bonne mère, de tout ce qu'elle a sacrifié pour Benjamin, comme si elle était une sainte. Mais la vérité, c'est qu'elle l'a adopté parce qu'elle ne pouvait pas avoir ses propres enfants. Elle l'a utilisé pour combler son vide. L'adopter ? Benjamin n'était pas adopté. Il était sorti de mon ventre après 22 heures de travail, le 15 mars 1982. Éléonore mentait, manipulait, créait de fausses histoires pour justifier leur cruauté. « Ça suffit ?» dit Benjamin. Mais sa voix sonnait fatiguée, pas indignée. « Écoute, dans 1 semaine je vais lui parler. Je lui dirai qu'on a trouvé une très belle maison de retraite, que ce serait mieux pour elle d'être avec des gens de son âge. Et si elle refuse, on utilisera le plan B. »« C'est quoi le plan B ?» demanda Olivia. « On la fait vraiment perdre la tête, » répondit Benjamin d'une voix glaciale. « On change ses médicaments, on cache ses affaires, on lui dit qu'elle a fait des choses qu'elle n'a pas faites. Dans 1 mois, n'importe quel médecin certifiera qu'elle est mentalement malade. » L'horreur de ces paroles me frappa comme un coup de poing. Il ne voulait pas seulement me voler, il voulait détruire mon esprit, me faire vraiment devenir folle. « Mais si quelqu'un nous pose des questions ?» s'inquiéta Olivia. « Qui va la défendre ?» ricana Éléonore. « Elle n'a pas d'amis proches. Elle a perdu contact avec la plupart d'entre eux quand elle s'est consacrée entièrement à s'occuper de Benjamin. Elle n'a pas de frères et sœurs. Ses parents sont morts depuis des années. Elle est complètement vulnérable. Ils avaient raison. J'étais seule. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne s'étaient jamais donné la peine de découvrir, c'est que j'avais un secret. Un secret qui allait complètement changer l'équilibre des forces dans cette situation. Quand mon mari était mort, il m'avait laissé plus que de l'amour et des souvenirs. Il m'avait laissé un héritage que j'avais gardé caché toutes ces années. 2,2 millions d'euros dans un compte bancaire en Suisse que seul je connaissais, plus un appartement à Bordeaux qu'il avait acheté comme investissement. Je n'en avais jamais parlé à Benjamin parce que je voulais être sûre qu'il m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ce que j'avais. Je voulais qu'il construise sa propre vie, qu'il soit indépendant. Mais maintenant, je réalisais que j'avais été une idiote. Il ne m'avait jamais aimée. Il avait juste attendu patiemment que je meure pour hériter du peu qu'il pensait que j'avais. « Bon, » dit finalement Benjamin, « je pense qu'on est tous d'accord. Demain, on met le plan en marche et souvenez-vous, devant elle, on doit continuer à être la famille aimante qu'on a toujours été. »« Bien sûr, » répondit Éléonore. « Je suis une excellente actrice. Je peux faire semblant de l'aimer encore un petit moment. » J'entendis leurs pas s'éloigner vers leur chambre. Je restai là, figée, avec le billet du docteur serré dans ma main. Il avait raison. Je devais fuir,
Mais je n'allais pas fuir comme une victime apeurée. J'allais fuir comme une femme qui venait de se réveiller d'un rêve de 45 ans. J'allais fuir pour planifier la vengeance la plus parfaite qu'il puisse jamais imaginer. Cette nuit-là, je passais le reste des heures à réfléchir. Je ne dormis pas une minute, mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement éveillée. Je savais que je devais agir vite et intelligemment. À 5 heures du matin, quand j'étais sûre que tout le monde dormait, je sortis discrètement ma plus petite valise et empaqueta seulement l'essentiel. Documents personnels, quelques changes, mes médicaments et surtout, le petit carnet où j'avais noté tous les détails de mes comptes secrets. Avant de partir, je décidai de faire quelque chose qui me donnerait un avantage pour l'avenir. Je sortis mon téléphone et activai l'enregistreur vocal. Puis je fis semblant d'avoir oublié quelque chose et repassai dans la maison en m'assurant de passer près de la chambre de Benjamin et Éléanore. Comme je m'y attendais, ils étaient déjà réveillés, chuchotant sur leurs plans pour la journée. Éléanore parlait de faire des copies de mes cartes, tandis que Benjamin mentionnait son rendez-vous avec l'avocat pour demander la déclaration d'incapacité. « Tu penses qu'elle soupçonne quelque chose ?» demanda Éléanore, inquiète. « Impossible, » répondit Benjamin. « Elle est trop vieille et confiante. Et puis, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle n'a nulle part où aller. Elle n'a pas d'argent à elle. Elle n'a pas d'amis. » Ces mots résonnèrent dans mes oreilles comme une sentence de mort. Pas d'argent, pas d'amis, vulnérables. Ils allaient découvrir à quel point ils se trompaient. Je quittais l'appartement avant l'aube, mes pas résonnant sur les pavés humides de la rue de la République. Lyon dormait encore, mais moi, j'étais plus éveillée que jamais. Dans ma petite valise, j'avais emporté le plus important, l'enregistrement de leurs conversations nocturnes et la preuve que ma famille planifiait ma destruction mentale. Mais ce n'était que le début. J'avais besoin de savoir exactement jusqu'où allait leur trahison. Je pris une chambre au petit hôtel des Célestins, près de la place Bellecour, un endroit discret où personne ne me chercherait. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux violets, me regarda avec curiosité quand je payais en liquide. « Séjour d'affaires, madame ?» « En quelque sorte, » répondis-je. « Je règle des comptes de famille. » Dans ma chambre spartiate, je m'assis sur le lit et sortis mon téléphone. Il fallait que je comprenne l'ampleur de leur complot. Combien de temps cela durait-il? Combien d'argent avait-il déjà volé? Et surtout, qui d'autre était impliqué? Je composais le numéro de mon banquier, Monsieur Lebrun, de la Société Générale. « Madame Martin, quelle surprise! Comment allez-vous? » « Très bien, merci. J'aimerais vérifier quelque chose sur mon compte. Y a-t-il eu des tentatives d'accès récentes par d'autres personnes? » Un silence. « En fait, oui. Votre fils Benjamin est venu il y a 2 semaines. Il disait que vous lui aviez donné procuration pour gérer vos finances, mais il n'avait aucun document officiel. Nous avons refusé, bien sûr. Mon sang se glaça. A-t-il mentionné pourquoi il avait besoin d'accès? Il a dit que vous commenciez à avoir des troubles de mémoire et qu'il s'inquiétait pour votre sécurité financière. Il voulait connaître le montant exact de vos avoirs. Mes avoirs. Il voulait savoir combien il pourrait voler. Monsieur Lebrun, je veux que vous notiez dans mon dossier que personne d'autre que moi n'a le droit d'accéder à mes comptes, même en cas d'urgence médicale. Personne. Bien sûr, madame. Dois-je vous envoyer un relevé de toutes les tentatives d'accès? Oui, et aussi tous les mouvements des 6 derniers mois. Après avoir raccroché, je me sentis nauséeuse. La trahison avait des racines plus profondes que je ne l'imaginais. Benjamin essayait d'accéder à mes comptes depuis 2 semaines. Depuis quand planifiait-il exactement de me voler? Mon téléphone sonna. Benjamin. Maman? Où es-tu? Ton lit n'a pas été défait et tes affaires ont disparu. Sa voix portait cette inquiétude feinte que je reconnaissais maintenant pour ce qu'elle était. De la panique à l'idée que leur plan pourrait échouer. Je suis sortie prendre l'air, mon chéri. J'ai décidé de visiter quelques amis. Quels amis? Tu n'as dit à personne que tu partais. Nous nous inquiétons. Nous nous inquiétons. Comme c'était touchant. Ils s'inquiétaient de perdre leur source de financement. Je serai de retour bientôt. Ne t'en fais pas. Maman, tu agis bizarrement. Peut-être que tu devrais consulter un spécialiste. Là, il recommençait. Planter l'idée que j'étais instable mentalement. Un spécialiste en quoi, Benjamin? En santé mentale. Ces changements de comportement sont inquiétants. Tu sais quoi, mon fils? Tu as raison, j'ai besoin d'aide spécialisée. Mais pas le type d'aide auquel tu penses. Et je raccrochai. 2 heures plus tard, j'étais assise dans le bureau de Maître Lefebvre, notaire que je connaissais depuis 20 ans. Un homme aux cheveux blancs, toujours impeccablement vêtu, qui avait géré l'achat de mon appartement.
Josiane, que puis-je faire pour vous? Je lui racontai tout. Les enregistrements, la visite chez le médecin, la tentative d'accès à mes comptes bancaires. Maître Lefebvre m'écouta en silence, ses sourcils se fronçant de plus en plus. « Mon Dieu !» murmura-t-il quand j'eus terminé. « C'est de la manipulation d'une personne vulnérable. C'est criminel. Que puis-je faire? D'abord, nous devons protéger vos biens. Ensuite, nous devons rassembler plus de preuves. Et finalement, il se pencha vers moi. Nous devons leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. » Il me donna le numéro de Maître Durand, avocat criminaliste spécialisé dans la fraude familiale. « Dites-lui que vous venez de ma part. » Et Josiane? Il me regarda avec une gravité que je ne lui avais jamais vue. « Préparez-vous. Ce que nous allons découvrir risque d'être pire que ce que vous imaginez. » Il avait raison. Le lendemain matin, dans le bureau moderne de Maître Durand, rue de la Bourse, j'appris l'étendue véritable de leur trahison. L'avocat, un homme de 40 ans aux yeux perçants, avait fait quelques vérifications préliminaires. « Madame Martin, votre fils a contracté plusieurs prêts en utilisant votre nom comme référence, sans votre autorisation. » Mon cœur s'arrêta. « Combien? 45 000 euros. Il a dit aux banques que vous aviez donné votre accord verbal et que les documents officiels suivraient. 45 000 euros. Volés en mon nom. Il y a autre chose, continua Maître Durand. Votre belle-fille Éléonore a ouvert un compte joint avec votre nom, en imitant votre signature. Elle y a transféré 12 000 euros de votre assurance vie. La nausée me submergea. Éléonore, avec ses ongles manucurés, qui coûtaient plus cher que mes courses du mois, avait volé mon assurance vie. Et votre petite-fille Olivia a utilisé votre carte de crédit pour acheter un billet d'avion vers les États-Unis. 8 000 euros en première classe. Première classe. Pendant que je me privais de chauffage pour économiser, elle voyageait en première classe avec mon argent. En total, ils vous ont déjà volé 65 000 euros, dit l'avocat. Et ce n'est que ce que nous avons trouvé en 24 heures. Je me levai brusquement, prise de vertige. 65 000 euros, presque 3 ans de ma pension de retraite. Asseyez-vous, madame. Il y a encore autre chose. Encore autre chose. Combien de coups de poignard mon cœur pouvait-il supporter? Nous avons trouvé un document troublant. Votre fils a fait une demande de mise sous tutelle il y a 3 mois, bien avant votre visite chez le médecin. 3 mois. Il planifiait ma destruction depuis 3 mois. La demande a été rejetée parce qu'il n'avait aucune preuve médicale de votre incapacité. C'est pourquoi ils sont allés voir le docteur Sterling. Et quand il a refusé, ils ont cherché d'autres moyens. Nous avons des preuves qu'ils ont contacté au moins 3 autres médecins. L'un d'eux, un certain docteur Hayes, semble avoir accepté de falsifier un certificat médical. Dr. Hayes. Ce nom me disait quelque chose. Puis je me souvins. Éléonore avait mentionné ce nom dans leur conversation nocturne. Paul Hayes a déjà reçu les 45 000 euros d'avance. Maître Durand, dis-je d'une voix tremblante, ils ont payé un médecin pour qu'il certifie que je suis folle. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et avec ce faux certificat, ils auraient pu vous faire interner de force et prendre le contrôle total de vos biens. La réalité me frappa comme une masse. Ce n'était pas seulement du vol, c'était un enlèvement programmé. Ils voulaient m'enfermer dans un asile et me laisser mourir lentement pendant qu'ils dépensèrent mon argent. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas, dis-je en sortant mon carnet secret de mon sac. Ils ne savent pas que j'ai 2 200 000 euros cachés en Suisse, plus un appartement à Bordeaux qui vaut 300 000 euros. Maître Durand faillit lâcher son stylo. 2,5 millions? Ils pensent voler quoi, exactement? Ils pensent que tout ce que j'ai, c'est mon appartement de Lyon, ma pension de retraite et peut-être 50 000 euros d'économie. L'avocat eut un sourire féroce. Madame Martin, nous n'allons pas seulement les arrêter. Nous allons leur donner la leçon de leur vie. Que suggérez-vous? D'abord, nous contactons la police financière. Ensuite, nous tendons un piège. Nous les laissons croire que leur plan fonctionne et nous les prenons en flagrant délit. Mais s'ils découvrent mes comptes secrets, ils ne peuvent pas. Ces comptes sont en Suisse, protégés par des lois bancaires strictes. Et même s'ils avaient votre procuration médicale, ils ne sauraient là pas où chercher. Je me sentis soudain plus forte, plus déterminée. Maître Durand, je veux qu'ils paient. Je veux qu'ils comprennent qu'on ne détruit pas impunément une vieille femme qui leur a donné sa vie. Ils paieront, madame. Croyez-moi, ils paieront. En sortant du bureau de l'avocat, je sentis quelque chose changer en moi. La vieille Josiane, celle qui excusait tout, qui pardonnait tout, qui se sacrifiait pour sa famille, était morte dans ce bureau.
À sa place, naissait une femme que Benjamin, Eleanor et Olivia n'avaient jamais rencontrée. Une femme qui avait des millions d'euros et un plan de vengeance. Une femme dangereuse. Mais d'abord, il fallait que je découvre toute la vérité. Combien d'autres secrets cachait-il? Combien d'autres trahisons allais-je découvrir? Parce que quelque chose me disait que ce que j'avais appris n'était que la pointe de l'iceberg. Le lundi matin, 7 novembre 2024, je me réveillais dans ma chambre d'hôtel avec une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Maître Durand m'avait donné rendez-vous à 9 heures avec un détective privé, un certain Monsieur Blanchard, spécialisé dans les affaires de fraude familiale. Le bureau de Blanchard se trouvait dans le 6e arrondissement, au-dessus d'une boulangerie qui sentait les croissants chauds. L'homme qui m'accueillit avait la cinquantaine, des cheveux gris et des yeux qui semblaient avoir tout vu. « Madame Martin, dit-il en me serrant la main, Maître Durand m'a expliqué la situation. Ce que votre famille vous fait subir est répugnant, mais nous allons les coincer. »« Mais qu'avez-vous découvert ?» demandai-je en m'asseyant dans le fauteuil en cuir rouge face à son bureau. Blanchard ouvrit un dossier épais. « Plus que vous ne l'imaginez. Votre fils Benjamin a perdu son emploi chez Renault il y a 8 mois. Pas 2 mois comme il vous l'a dit. Il doit actuellement 95 000 € en dette de jeu. 95 000 €. Mon estomac se contracta. Votre belle-fille Eleanor a une liaison avec votre voisin du 4e étage, Marc Duval, depuis plus d'1 an. Il se retrouve dans l'appartement de Duval tous les mardis et jeudis après-midi. Les mardis et jeudis. Les jours où Eleanor me disait qu'elle avait des cours de yoga. Et votre petite fille Olivia, il tourna une page. Elle est enceinte de 4 mois. Le père est un homme marié de 50 ans, son ancien professeur à l'université. Elle désespère d'obtenir de l'argent pour avorter et partir aux États-Unis. Enceinte. Ma petite Olivia, enceinte et terrifiée. Pendant un instant, mon cœur de grand-mère se serra. Puis je me rappelai ces mots, dans 5 ans quand elle mourra enfin de vieillesse. Mais ce n'est pas tout, continua Blanchard. Ils ont déjà commencé à vendre vos affaires. Quoi? Eleanor a vendu votre service en porcelaine de Limoges, celui que vous aviez hérité de votre mère. Elle l'a vendu à un antiquaire de la rue Auguste-Comte pour 1 200 €. Ma porcelaine de Limoges, celle que maman m'avait donnée le jour de mon mariage. Mes yeux se remplirent de larmes. Elle a aussi vendu vos bijoux de famille, la broche en or de votre grand-mère, les boucles d'oreilles en perles de votre mère. Tout vendu à différents bijoutiers pour éviter les soupçons. Chaque mot était un coup de poignard. Mes souvenirs, mon héritage familial, vendus comme de vulgaires objets. En total, ils ont déjà encaissé 8 000 € en vendant vos biens personnels. Depuis quand? Depuis juin. Cela fait 5 mois qu'ils volent et vendent vos affaires en votre absence. 5 mois. Pendant que je préparais le dîner, que je lavais leurs vêtements, que je m'inquiétais pour leur bonheur, ils vidaient ma maison. « Monsieur Blanchard, dis-je d'une voix tremblante, combien au total ?» Il consulta ses notes. Prêt frauduleux, 45 000 €. Compte joint falsifié, 12 000 €. Billet d'avion d'Olivia, 8 000 €. Objet vendu, 8 000 €. Pot de vin au docteur Hayes, 15 000 €. Il leva les yeux vers moi. 88 000 €, madame. Ils vous ont volé 88 000 €. La chambre sembla tourner autour de moi. 88 000 €. Presque 4 ans de ma pension de retraite. Mais attendez, continua Blanchard. Il y a encore autre chose. Encore? Mon cœur ne supporterait pas d'autres révélations. J'ai installé des micros dans votre appartement hier soir, pendant qu'il dormait. Comment avez-vous fait ça? J'ai mes méthodes. Et ce que j'ai entendu ce matin va vous choquer. Il mit un casque sur ses oreilles et appuya sur play. Sa machine enregistrait leur conversation en temps réel. Qu'est-ce qu'on fait si elle ne revient pas? C'était la voix d'Olivia. Elle reviendra, répondit Benjamin. Elle n'a nulle part où aller. Mais si elle tarde trop, on signale sa disparition à la police. On dit qu'elle est confuse, qu'elle se perd, qu'elle a peut-être besoin d'aide médicale urgente. C'est brillant, dit Eleanor. Comme ça, quand elle rentrera, tout le monde croira qu'elle a vraiment des problèmes mentaux. Mon sang se glaça. Il voulait utiliser ma propre disparition pour prouver que j'étais folle. Et le docteur Hayes? Demanda Olivia. Il attend notre signal, répondit Benjamin. Dès qu'on a une preuve qu'elle est instable, que ce soit une fugue, une confusion ou n'importe quoi d'autre, il signe le certificat. 15 000 € bien investis, ricana Eleanor. Blanchard arrêta l'enregistrement. Madame Martin,
Ils sont en train de créer les preuves de votre folie. Que voulez-vous dire? Ils vont signaler votre disparition cet après-midi. Ils vont dire à la police que vous avez des troubles de mémoire, que vous vous perdez, que vous oubliez de prendre vos médicaments. Quand vous rentrerez chez vous, tout le monde, police, voisins, médecins, sera déjà convaincu que vous avez des problèmes mentaux. La brillance diabolique de leur plan me coupa le souffle. Ils transformaient ma fuite en preuve de ma démence. Monsieur Blanchard, que puis-je faire? Nous allons les devancer. Mais d'abord, j'ai encore une chose à vous montrer. Il sortit une enveloppe de son dossier. Votre belle-fille, Eleanor, a pris des photos de vous à votre insu. Des photos où vous avez l'air confuse, fatiguée ou perdue. Il étala les photos sur son bureau. Je me vis sortant de chez le médecin, l'air préoccupé. Me vis cherchant mes clés dans mon sac, semblant désorientée. Me vis parlant toute seule dans la cuisine. Elle vous photographie depuis des semaines pour constituer un dossier prouvant votre instabilité mentale. Mais je parlais à mon chat dans la cuisine. Ça, seuls vous et moi le savons. Sur la photo, vous avez l'air de divaguer. Eleanor, avec son appareil photo, me mitraillant sournoisement, me mettant en scène comme une folle. Chaque geste innocent, transformé en preuve de démence. Il y a pire, continua Blanchard. J'ai trouvé ceci dans la chambre d'Eleanor. Il me tendit un petit flacon de médicament. Risperidone, un antipsychotique puissant. Qu'est-ce que c'est? Un médicament qu'on donne aux patients atteints de schizophrénie ou de démence sévère. À petite dose régulière dans la nourriture, il provoque confusion, somnolence, perte de mémoire. L'horreur me submergea. Ils voulaient me droguer? Ils l'ont déjà fait. Regardez les dates sur l'ordonnance. Elle a acheté ça il y a 3 semaines. Avez-vous remarqué des changements dans votre état ces derniers temps? Je réfléchis. Ces dernières semaines, j'avais effectivement eu des moments de fatigue inhabituels, des petits trous de mémoire. Mon Dieu, murmurai-je, ils étaient en train de me rendre vraiment folle. Et quand vous auriez été suffisamment confuse et désorientée, ils auraient appelé le docteur Hayes pour qu'il constate votre état et signe le certificat d'internement. Blanchard referma le dossier. Madame Martin, votre famille ne voulait pas seulement vous voler. Ils voulaient détruire votre esprit pour que vous ne puissiez jamais les dénoncer. Je me levai, tremblante de rage. 45 années de ma vie données à cette famille. 45 années de sacrifice, d'amour, de dévouement. Et ils avaient répondu par le vol, la manipulation et l'empoisonnement. Monsieur Blanchard, je veux qu'il paie. Je veux qu'il paie pour chaque euro volé, chaque mensonge, chaque grain de cette drogue dans ma nourriture. Ils paieront, madame. Mais nous devons être intelligents. Ils s'attendent à ce que vous rentriez chez vous confuse et effrayée. Au lieu de cela, vous allez rentrer avec un plan. Quel plan? Nous allons leur donner exactement ce qu'ils attendent. Vous allez jouer la vieille dame confuse et vulnérable. Pendant ce temps, nous rassemblerons les dernières preuves. Et quand nous aurons tout, nous les détruirons publiquement. Combien de temps avons-nous? Selon mes informations, ils ont prévu de vous faire interner vendredi prochain, 11 novembre. Cela nous donne 4 jours. 4 jours pour sauver ma vie et ruiner la leur. Maître Durand m'a dit que vous aviez une fortune cachée, dit Blanchard. Combien exactement? 2 200 000 € en Suisse, plus un appartement à Bordeaux estimé à 300 000 €. Blanchard siffla doucement. Il pense voler combien? Il croit que j'ai environ 100 000 € d'économie, plus la valeur de mon appartement de Lyon. Donc, il pense obtenir environ 600 000 € au total? Probablement. Et en réalité, vous avez 2,5 millions. Il sourit. Madame Martin, nous n'allons pas seulement les arrêter. Nous allons leur montrer ce que signifie vraiment trahir quelqu'un qui a du pouvoir. Le mercredi 9 novembre, Blanchard m'appela avec de nouveaux développements terrifiants. Madame Martin, ils ont accéléré leur plan. Benjamin a rendez-vous demain avec un avocat spécialisé dans les tutelles d'urgence. Ils ne veulent plus attendre vendredi. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Votre absence les rend nerveux. Ils pensent que vous pourriez parler à quelqu'un, révéler quelque chose. Ils veulent vous neutraliser le plus vite possible. Que suggérez-vous? Que vous rentriez chez vous ce soir. Jouez la vieille dame fatiguée et confuse par votre escapade. Laissez-les croire que leur dressage psychologique fonctionne. Et ensuite, nous déclenchons l'enfer. Ce soir-là, je me tenais devant la porte de mon appartement, ma petite valise à la main. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de rage pure. J'allais rentrer chez moi. J'allais embrasser mon fils, sourire à ma belle-fille, serrer ma petite-fille dans mes bras. Et pendant que je jouerais la parfaite grand-mère, je planifierais leur destruction totale.
Parce qu'ils avaient commis une erreur fatale. Ils avaient sous-estimé une femme qui avait travaillé toute sa vie, qui avait survécu à la mort de son mari, qui avait élevé un enfant seul. Ils avaient sous-estimé une femme qui avait 2,5 millions d'euros, et maintenant un plan de vengeance parfait. Benjamin ouvrit la porte avant même que je frappe. « Maman, tu nous as fait si peur !» Il m'étreignit, et pour la première fois de ma vie, son contact me dégoûta. « Pardonne-moi, mon chéri, » dis-je en jouant la fragilité. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis sentie perdue, confuse. Il échangea un regard avec Éléonore qui apparut derrière lui. Un regard de satisfaction. « Ce n'est rien, maman. Nous comprenons. Tu vieillis. C'est normal d'avoir parfois des moments de faiblesse. » Moment de faiblesse. Si seulement il savait que son moment de faiblesse à lui serait permanent. « J'ai préparé ton plat préféré, » dit Éléonore, avec ce sourire embrumé de fausseté que je connaissais maintenant si bien. Ratatouille avec beaucoup d'herbes fraîches. Herbes fraîches. Je me demandais combien de risperidone elle avait caché dans ces herbes fraîches. C'est adorable, ma chérie. Tu es si bonne avec moi. Cette nuit-là, je ne mangeais rien de ce qu'Éléonore avait préparé. Je jetais discrètement la nourriture dans un petit sac plastique que Blanchard récupérerait le lendemain pour analyse toxicologique. Et pendant qu'ils dormaient, convaincus que leur plan marchait à la perfection, je préparais le coup final. Dans 12 heures, ils découvriraient qui était vraiment Josiane Martin. Et ce serait trop tard pour eux. Le jeudi 10 novembre 2024, à exactement 9 heures du matin, mon téléphone sonna. Benjamin. « Maman, nous avons pris rendez-vous avec un spécialiste pour toi aujourd'hui, à 11 heures. Quel genre de spécialiste, mon chéri? Un médecin qui peut t'aider avec tes troubles de mémoire récents. Le docteur Hayes. » Ils accéléraient vraiment leur plan. « D'accord, Benjamin, si tu penses que c'est nécessaire. » À 10h30, nous étions tous les 4 dans la voiture d'Éléonore, roulant vers le cabinet du docteur Hayes, rue de la Part-Dieu. L'atmosphère était tendue, mais ils pensaient que c'était à cause de mon anxiété. En réalité, c'était à cause de leur nervosité. Ils ne savaient pas que Blanchard et 2 inspecteurs de police nous suivaient dans une voiture banalisée. Le cabinet du docteur Hayes était un petit bureau sombre au 3e étage d'un immeuble délabré. L'homme qui nous reçut avait la cinquantaine, des cheveux gras et des yeux fuyants. Il empestait la cigarette et la peur. « Madame Martin, » dit-il sans me regarder dans les yeux, « votre famille m'a expliqué vos difficultés récentes. »« Quelles difficultés ?» demandai-je innocemment. Benjamin se racla la gorge. « Maman, tu te rappelles? Tes fugues, tes oublis, tes moments de confusion. »« Ah oui, » dis-je en hochant la tête. « J'ai effectivement quelques petits trous de mémoire. » Le docteur Hayes griffonna quelque chose sur son bloc. « Et vous avez des hallucinations? Vous parlez à des personnes qui ne sont pas là ?» Éléonore se pencha vers lui. « Docteur, nous l'avons trouvée plusieurs fois en train de parler toute seule dans la cuisine. »« À mon chat, » précisai-je doucement. « Quel chat ?» demanda Hayes en levant les yeux. « Je n'ai pas de chat, » répondit Éléonore rapidement. « Vous voyez, elle divague. » Hayes hocha la tête et continua à écrire. C'était pathétique de voir comme ils orchestraient ma prétendue folie. « Madame Martin, » dit Hayes, « je pense qu'il serait bénéfique pour vous d'être suivie dans un établissement spécialisé, un endroit où vous pourriez recevoir les soins appropriés. » « Un établissement ?» Je fis semblant d'être confuse. « Vous voulez dire une maison de retraite ? Quelque chose comme ça, oui. »« Mais, docteur, » intervint Benjamin avec une fausse sollicitude, « nous nous inquiétons aussi pour ses finances. Elle pourrait faire des achats impulsifs, oublier de payer ses factures. »« Ah !» dit Hayes en comprenant parfaitement. « Vous pensez à une tutelle ? » ?»« Si c'est nécessaire pour la protéger, » dit Éléonore, ses ongles manucurés tapotant sur son sac Hermès qui coûtait plus que mes courses de 6 mois. « Je vais préparer les documents nécessaires, » dit Hayes en se dirigeant vers son bureau. C'est à ce moment-là que je décidai que le spectacle avait assez duré. « Docteur Hayes, » dis-je d'une voix soudain claire et ferme. « Avant de signer quoi que ce soit, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Je sortis de mon sac 3 relevés bancaires soigneusement pliés. Je les posai sur son bureau un par un, avec le bruit sec du papier contre le bois. Compte UBS Suisse numéro 1, 850 000 €. Le silence se fit immédiatement dans la pièce. Compte Crédit Suisse numéro 2, 920 000 €. Hayes cligna des yeux comme s'il n'arrivait pas à focaliser. Compte BNP Paribas Luxembourg, 430 000 €. La bouche d'Éléonore s'ouvrit. Aucun son n'en sortit. Total, 2 200 000 €, dis-je avec une voix d'acier.
plus un appartement à Bordeaux évalué à 300 000 euros, soit un patrimoine total de 2 500 000 euros. Benjamin était devenu livide. Olivia s'était littéralement recroquevillée dans son fauteuil. « Alors, Dr. Hayes, continuai-je calmement, pensez-vous vraiment qu'une femme atteinte de démence sénile pourrait gérer un tel patrimoine depuis 15 ans sans faire une seule erreur ?» Hayes bégaya. Je ne comprends pas. Moi, je comprends parfaitement. Je me levai et le regardai droit dans les yeux. Combien vous ont-ils payé pour falsifier un certificat médical? 15 000 euros, c'est ça? Hayes devint blanc comme un linge. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vraiment? Je sortis mon téléphone et appuyai sur play. La voix d'Eleanor emplit la pièce. Paul Hayes a déjà reçu les 45 000 euros d'avance. Avec les documents falses et le lodo médical, elle sera interdite avant la fin du mois. Hayes se leva d'un bond, renversant sa chaise. Comment avez-vous... Comment j'ai quoi? Comment j'ai découvert que vous êtes un médecin corrompu qui vend de faux certificats? C'est à ce moment que la porte du bureau s'ouvrit. 2 inspecteurs de police entrèrent, suivis de Blanchard. L'un d'eux, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux courts, s'avança vers Hayes. « Dr. Paul Hayes, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de documents médicaux, corruption passive et complicité de tentative d'escroquerie. » Hayes s'effondra dans son fauteuil comme un pantin dont on aurait coupé les fils. Le second inspecteur, une femme blonde aux yeux sévères, se tourna vers ma famille. « Madame Eleanor Martin, Monsieur Benjamin Martin, Mademoiselle Olivia Martin, vous êtes également en état d'arrestation pour tentative d'escroquerie qualifiée, contrefaçon, usage de faux et tentative de séquestration. » Eleanor se leva d'un bond. « C'est ridicule, nous n'avons rien fait, cette vieille femme divague. » « Cette vieille femme, dit l'inspectrice en sortant des menottes de sa ceinture, a enregistré tous vos complots, vos voix planifiant de l'empoisonner avec des psychotropes, vos voix calculant combien valait sa mort, vos voix disant qu'elle n'était qu'une vieille inutile. » Éléonore me regarda avec une haine pure. « Sale vieille garce, tu n'es qu'une... » Clac. Les menottes se refermèrent sur ses poignets. Benjamin essaya de s'approcher de moi. « Maman, s'il te plaît, tu ne comprends pas... Nous étions inquiets pour toi. » Je reculai d'un pas. « Ne me touche pas. Mais je suis ton fils. Mon fils est mort le jour où tu as suggéré d'augmenter la dose de mes médicaments pour me rendre confuse. Le jour où tu as accepté de me droguer avec des antipsychotiques. Le jour où tu as signé des papiers pour vendre mon appartement. » Je sortis une enveloppe de mon sac et la lui tendis. « Voici la liste complète de tout ce que je t'ai donné en 12 ans. 127 000 euros. Tu as 6 mois pour me rembourser. Chaque centime. Je n'ai pas cet argent. Alors, vends l'appartement que j'ai payé. Vends la voiture que j'ai financée. Mais si dans 6 mois je n'ai pas récupéré mon argent, je te poursuis aussi en justice. Et crois-moi, je gagnerai. » Olivia sanglotait dans son coin. « Grand-mère, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Je suis enceinte. Je ne savais pas quoi faire. » Je la regardais, cette jeune fille que j'avais tant aimée. « Tu es enceinte ? Et ta solution était de me droguer et de me faire interner? Tu es enceinte? Et au lieu de venir me voir pour de l'aide, tu as préféré me voler? Nous avions peur que tu refuses. Peur que je refuse d'aider ma petite fille enceinte? » Je secouai la tête. « Tu ne me connais vraiment pas, Olivia. Si tu étais venue me voir honnêtement, je t'aurais donné 50 000 euros sans poser de questions. Mais maintenant, je me tournai vers l'inspectrice. À combien sont condamnées les personnes qui tentent d'empoisonner une personne âgée? Tentative d'empoisonnement avec circonstances aggravantes. 5 à 10 ans de prison, répondit-elle. Escroquerie qualifiée, 3 à 7 ans. Séquestration programmée, 5 à 15 ans. Benjamin s'effondra. « Maman, nous n'avons jamais voulu te faire du mal. Nous avions juste besoin d'argent. » « Besoin d'argent ?» Ma voix monta d'un ton. « Besoin d'argent ! Tu as volé ma porcelaine de Limoges, tu as vendu les bijoux de ma mère, tu m'as droguée pendant 3 semaines. » Les larmes coulèrent maintenant sur mes joues, mais c'étaient des larmes de rage, pas de tristesse. Pendant 70 ans, j'ai vécu pour ma famille. J'ai renoncé à mes rêves, à mes amis, à ma propre vie pour vous élever, vous aimer, vous protéger. Et vous avez répondu en planifiant ma destruction mentale. L'inspectrice fit un signe à son collègue. Ils commencèrent à emmener ma famille vers la sortie. « Attends !» criai-je. Tout le monde se retourna. « Éléonore, j'ai une dernière chose à te dire. » Elle me regarda avec ses yeux remplis de haine et de peur. « Marc Duval, ton amant du 4e étage ?
Il m'a tout raconté il y a 2 jours. Tout est secret, tout est mensonge. Il a même donné des photos de vous deux aux policiers. Tu sais pourquoi? Elle secoua la tête, terrifiée. Parce que je lui ai offert 000 € pour témoigner contre toi. Tu vois, ma chère belle-fille, quand on a 2,5 millions d'euros, on peut acheter beaucoup de loyauté. Éléonore hurla comme un animal blessé. Tu es un monstre! Non, répondis-je calmement. Je suis juste une femme qui a appris que la famille, ce n'est pas le sang, c'est le respect. Et je regardais ma famille être emmenée par la police, les menottes aux poignets, vers une camionnette qui les conduirait au commissariat central de Lyon. Dans le silence qui suivit, je me tournai vers Blanchard. C'est fini? Presque, madame. Il reste le procès. Mais avec toutes les preuves que nous avons, ils seront condamnés. Au minimum 5 ans de prison chacun. Et mes biens, tout vous sera restitué. Les 88 000 € volés, plus les dommages et intérêts. Le tribunal ordonnera probablement qu'il vous paie entre 150 000 et 200 000 € de réparation. Je hochai la tête. Justice serait rendue. Monsieur Blanchard, merci pour tout. C'était un plaisir, Madame Martin, littéralement. En sortant du cabinet du docteur Hayes, je sentis le soleil de novembre sur mon visage. Pour la première fois depuis des mois, je respirais librement. Ma famille était détruite, mais j'étais libre. 6 mois plus tard, mai 2025. Le marché aux fleurs du cours Saleya embaume l'air niçois de ses parfums de lavande et de mimosa. Je me lève de la petite table de café où je prends mon petit déjeuner chaque matin et souris à Madame Rossi, la fleuriste qui me garde toujours les plus belles pivoines. « Bonjour Josiane, comment allez-vous ce matin ?»« Merveilleusement bien, Maria, ces fleurs sont magnifiques. » Je ne suis plus la même femme qui tremblait dans le cabinet du docteur Hayes il y a 6 mois. Mes cheveux gris, autrefois tirés en chignon serré, tombent maintenant en vagues douces sur mes épaules, avec quelques mèches châtain clair que mon coiffeur, Antoine, a ajoutées pour réveiller mon teint. Mon nouveau cardigan bleu marine, simple mais de bonne qualité, remplace les vieux pulls déformés que je portais par économie. Mes nouvelles lunettes à monture moderne encadrent un visage où le sourire est redevenu naturel. « Madame Martin !» crie une voix joyeuse derrière moi. Je me retourne pour voir courir vers moi Sarah, 8 ans, et son petit frère Lucas, 6 ans. Leurs parents, Émilie et Thomas Dubois, me saluent de la main depuis leur terrasse. Ces enfants habitent dans l'appartement au-dessus du mien, dans cette petite résidence calme de Cimier, où j'ai acheté un 3 pièces avec vue sur la mer. Quand je leur ai raconté que j'étais professeur retraité, ils m'ont demandé de les aider avec leurs devoirs de français. « Josiane, j'ai eu 18 sur 20 à ma dictée », s'exclame Sarah en agitant sa copie. « C'est formidable, ma puce. Et toi, Lucas ?» Moi, j'ai appris à lire le mot « extraordinaire ». Ces enfants me donnent une joie que je n'avais plus ressentie depuis des années. Une joie pure, sans arrière-pensée, sans calcul. Ils m'aiment simplement parce que je leur consacre du temps et de l'attention. « Les enfants, allez vous préparer pour l'école », dit Émilie en descendant les escaliers. « Josiane, merci encore pour hier soir. Sans vous, je n'aurais jamais pu aller à mon entretien d'embauche. C'était un plaisir. J'espère que ça s'est bien passé. J'ai eu le poste. Grâce à vous, je vais pouvoir reprendre le travail. » Émilie est mère célibataire. Son ex-mari est parti quand Lucas avait 2 ans, la laissant sans ressources. Hier soir, quand elle m'a demandé si je pouvais garder les enfants pour son entretien, j'ai dit oui sans hésiter. C'est ça, une vraie famille. L'entraide mutuelle et désintéressée. Après le départ des enfants pour l'école, je marche jusqu'à ma nouvelle routine matinale. Le centre d'aide aux personnes âgées de Nice, où je fais du bénévolat 3 fois par semaine. « Bonjour Josiane », me lance Monsieur Fernandez en me voyant arriver. Henri Fernandez a 82 ans et vit seul depuis la mort de sa femme il y a 2 ans. Ses enfants habitent à Paris et ne viennent jamais le voir. Quand je l'ai rencontré il y a 3 mois, il me rappelait trop moi-même, quelqu'un que sa famille avait abandonné. « Bonjour Henri, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Beaucoup mieux, depuis que vous m'aidez avec mes papiers administratifs. Grâce à vous, j'ai enfin récupéré mes allocations. Avec mes nouveaux moyens financiers, j'ai créé une petite fondation, Solidarité Familles Nice. Nous aidons les personnes âgées isolées et les mères célibataires en difficulté. Rien de grandiose, mais concret et efficace. L'après-midi, je reçois l'appel hebdomadaire de Maître Durand avec les nouvelles du procès. Madame Martin, j'ai les résultats des dernières audiences. Dites-moi tout. Benjamin a été condamné à 7 ans de prison ferme.
Avec la tentative d'empoisonnement, l'escroquerie qualifiée et la falsification de documents, le tribunal n'a pas été clément. 7 ans. Mon fils passera 7 années derrière les barreaux. Éléonore a pris 6 ans, également ferme. Le juge a estimé qu'elle était l'instigatrice principale du complot. Et Olivia? 3 ans avec sursis partiel. Elle purgera 18 mois en prison, puis sera en liberté conditionnelle. Sa grossesse et sa coopération avec la justice ont joué en sa faveur. Son bébé? Elle a accouché d'une petite fille en février. L'enfant est placé temporairement chez une famille d'accueil en attendant sa libération. Une petite fille que je ne connaîtrai probablement jamais. Cette pensée me serre encore le cœur. Et financièrement? Ils doivent vous rembourser les 127 000 € que vous aviez donnés à Benjamin, plus 180 000 € de dommages et intérêts. Au total, 307 000 €. L'appartement de Lyon qu'ils habitaient sera vendu aux enchères pour payer leurs dettes envers vous. Et le docteur Hayes? 5 ans de prison et interdiction d'exercer la médecine à vie. Son cabinet a été fermé définitivement. Justice a été rendue. Mais honnêtement, l'argent ne me manque pas. Avec mes 2,5 millions d'euros, je vis très confortablement. Ce qui compte, c'est le principe. Le soir, assise sur ma terrasse face à la mer Méditerranée, je regarde le soleil se coucher derrière les collines. Les vagues scintillent comme des diamants sous les derniers rayons. Mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Allô? Madame Martin? C'est Olivia. Mon cœur s'arrête. Ma petite fille. Sa voix semble différente. Plus mature, plus brisée. Olivia, grand-mère, je sais que je n'ai pas le droit de t'appeler. Je sais que ce qu'on t'a fait est impardonnable, mais je voulais juste te dire que je regrette. Tellement. Je ferme les yeux. 6 mois de colère et de douleur remontent à la surface. Tu regrettes quoi exactement, Olivia? Tout. D'avoir planifié ton internement, d'avoir volé tes bijoux, d'avoir dit ces choses horribles sur toi. J'étais jeune, j'étais terrifiée, mais ce ne sont pas des excuses. Sa voix se brise. Ma fille, elle te ressemble. Elle a tes yeux. Et chaque fois que je la regarde, je me déteste pour ce qu'on t'a fait. Les larmes coulent maintenant sur mes joues. Comment s'appelle-t-elle? Josiane. Je l'ai appelée Josiane, en espérant qu'un jour, peut-être, tu accepteras de la rencontrer. Le silence s'étire entre nous comme un pont fragile au-dessus d'un abîme. Olivia, dis-je finalement, la trahison que vous m'avez fait subir m'a brisé le cœur, mais elle m'a aussi appris quelque chose d'important. La famille n'est pas le sang, c'est le respect, la loyauté, l'amour véritable. Je comprends si tu ne veux plus jamais me voir. Je ne sais pas encore si je peux te pardonner, mais je sais que je veux connaître ma petite fille. Cet enfant n'est responsable de rien. Tu accepterais de la rencontrer? Quand tu sortiras de prison, appelle-moi. Nous verrons. Après avoir raccroché, je reste longtemps sur ma terrasse, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel niçois. Il y a 1 an, j'étais une vieille femme fatiguée, exploitée par sa famille, qui se croyait sans valeur et sans avenir. Aujourd'hui, je suis une femme libre qui aide les autres, qui a des amis sincères et qui peut-être, un jour, retrouvera une vraie famille. Ils pensaient que j'étais faible. Ils ont découvert que j'étais forte. Ils pensaient que j'étais pauvre. Ils ont découvert que j'étais riche. Ils pensaient que j'étais seule. Ils ont découvert que j'étais entourée d'amour véritable. La leçon est simple. On ne détruit jamais impunément quelqu'un qui a gardé sa dignité et sa force intérieure. Et parfois, les plus belles revanches sont simplement de vivre heureuse.